Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau top de la rédac. Top de la rédac avec Fred. Bonjour Fred. Bonjour Maline. Comment vas-tu? C'est mon tour, je suis content. C'est ça, t'es prêt à passer sur le grill? Ouais, troisième de l'équipe à passer. Ouais, moi je passerai en dernier, je préviens. Ouais, ça m'a laissé un petit peu de temps pour préparer cette liste et c'était bien nécessaire parce que faire un top 10, c'était l'enfer. J'imagine. Parce que sélectionner 20-25 jeux qu'on apprécie énormément, ça va, c'est facile. Ouais, et après mais d'éliminer les 10-15 en trop, ça a été très compliqué. Ce top, je l'ai fait 15 fois. C'est à chaque fois, j'en faisais monter un, descendre un et tout, changer des places. Ouais. Toutes les semaines, je faisais une version différente. Ça a été très difficile. Donc, on va voir ce que je suis content de ce que j'ai dedans parce que c'est des jeux que je recommande et que j'adore jouer. Ouais. Mais c'était pas facile. Mais il y a quand même des petits laissés au pied du podium qui me font la petite larmichette. Mais lui, mais j'ai trop envie de le mettre, mais je peux pas. Et ouais. Mais ça a été compliqué parce que, en fait, l'idée c'était vraiment de remonter les jeux que je préfère et non pas forcément les jeux qui sont les meilleurs du monde. Parce qu'il y a des jeux qui me paraissent extraordinaires, qui devraient être dans tous les tops peut-être, mais qui moi peut-être laissent plus de marbre ou quoi que ce soit. Et là, je voulais vraiment montrer les jeux que j'adore, que j'aime beaucoup jouer, même si c'est pas forcément les pour game design. C'est le principe. C'est vraiment, tu laisses parler ton cœur. C'est ton top à toi. Donc voilà, il y a rien à redire. C'est tes goûts, les goûts et les couleurs. Ça, on peut en discuter des heures, mais c'est ton avis. Mes jeux. Et on va en discuter. Alors Fred, vous le connaissez peut-être sûrement si vous êtes souvent sur Ludovox, parce que alors il est pas aussi souvent que d'autres. Non, il y en a qui prennent plus l'image que moi. Moi, je suis plutôt derrière. Voilà, c'est plutôt derrière la caméra, on va dire 90% du temps. Malgré tout. Tu as fait quelques Vox News je participe régulièrement. Pour le plaisir. Parce que vraiment, je fais le montage, je fais la réalisation, le cadrage. Je suis vraiment tout le temps derrière pendant que Thomas, Mathieu, Marine sont devant. Mais parfois, j'aime prendre un petit peu de lumière pour dire ce que je pense. Que ça soit pour les Vox News ou quelques émissions. Mais la plupart du temps, je suis plutôt l'homme de l'ombre, le couteau suisse, on va dire, qui sert pour tout ce qui est back-office de tout ça. Et puis des montage, réalisation. Les créations de concours, les petites illustrations, les petits trucs comme ça sur le site. Tu as aussi une autre casquette dans le monde ludique. Ouais, je suis un peu auteur de jeux. J'ai réalisé quelques jeux qui sont sortis des dernières années. Je fais un jeu par an. Donc voilà, c'est pas ma casquette principale. Je suis vraiment un semi-auteur. Je suis membre de Ludovox, un peu auteur. Mais je suis plus un joueur qu'un auteur. Mais du coup, on aime bien avoir son avis sur les jeux parce qu'il a un regard différent, un regard de game designer aussi. Donc il y a des fois des petites choses dans l'imbrication des mécanismes ou quoi qui nous font voir le jeu autrement. Voilà, exactement. Dans l'équipe. Donc c'est intéressant de savoir quels sont tes jeux préférés aussi pour ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a des profils très complémentaires sur Ludovox. Vous avez déjà pu voir le top de Math. Normalement, Math, c'est plutôt des gros jeux. Des bons jeux exigeants, assez costauds pour la plupart. Voilà. Là, ça va être des jeux plus familiaux. On peut dire que t'as un profil plus familial. C'est ça. J'ai beau être un joueur assez régulier, je suis quand même sur des formats de jeux qui sont plutôt famille plus. Il y a quelques trucs qui sortent. Et je joue aussi à des jeux experts, mais c'est pas ce qui me reste plutôt. Je suis plutôt sur du jeu famille qui dure 30-45 minutes. Parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce à quoi jouent mes joueurs. Finalement, j'ai des joueurs qui sont plutôt casus, qui jouent une fois par trimestre ou une fois par semestre, sur lesquels je leur amène des petits jeux. Puis à force de leur en faire bouffer, ils commencent à avoir des jeux un peu plus compliqués. Mais je suis pas tellement un genre de joueur expert, donc vous allez plutôt trouver dans ce top des jeux plutôt familiaux plus, avec quelques petites exceptions qui vont se glisser là parce qu'il y a des pas tant que ça. Des trucs, mais normalement sur des jeux plutôt abordables pour un peu n'importe qui. Et donc ça peut faire partie des traits qui te définissent en tant que joueur. C'est ça. Plutôt famille plus. Après, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Très compétiteur. Ouais, voilà. Les jeux coopératifs, vous n'en trouverez pas ici. Pas une goutte. Ce n'est pas pour moi. Il y a un petit truc qui se rapproche un peu mais on verra. J'aime beaucoup la compétition, pas parce que j'aime gagner, mais j'aime l'émotion que je partage à essayer de gagner avec mes joueurs, alors que je n'éprouve rien à gagner contre du compétitif. Je n'aime pas jouer contre le jeu. Du coopératif, Jouer contre le jeu, ça ne m'apporte rien. Moi, j'ai besoin de la compétition, et que sur la place où tu finis, c'est ça que j'aime bien. Gros esprit de compétition. J'aime bien l'interaction que j'appelle indirecte, c'est-à-dire qu'on se met pas dedans directement, mais on prend un moyen détourné pour embêter les adversaires. Donc pas du jeu d'affrontement hyper... pas l'affrontement, parce que ça se passe souvent mal avec les joueurs en disant tu m'as attaqué, du coup je vais t'attaquer, même si ça m'intéresse pas. C'est des trucs qui mérissent le poil. Moi c'est plutôt un truc indirect, je vais te faire ça parce que ça va t'embêter, et après tu pourras faire ça pour m'embêter, donc des petits coups fourrés, même s'il peut y avoir quelques jeux un peu plus directs. On joue pas non plus chacun dans son coin. Non, c'est ça. La plupart des jeux ont l'interaction, c'est quelque chose que j'apprécie dans un jeu, c'est une interaction. À peu de choses près, il y aura toujours l'interaction, mais pas franche et direct. Donc voilà, compétition, interaction forte mais plutôt indirecte,
pas de coopératif. Ouais. Et puis, j'aime pas mal les jeux de cartes, les jeux de combo, les choses comme ça. Ok. Bon, on va commencer tout de suite avec le numéro 10. On attaque? Allez, on se jette. Allez, numéro 10. Numéro 10. Alors, on est des architectes dans les années 50, on va construire un quartier, là je vous vends du thème, et finalement on le retrouve un petit peu quand même. C'est un jeu de Benoît Turpin qui est sorti chez Blue Cooker, un éditeur que tu aimes bien. Ouais. On peut dire ça, en 2018. C'est Welcome to. Welcome to. Welcome. Welcome, un jeu de roll and write. Ouais. Donc on va flipper 3 cartes. Flip and write, c'est même pas roll and write. Voilà, flip and write. Si on veut être précis, c'est flip and write, puisqu'on va pas lancer des dés, on va flipper, donc retourner 3 cartes qui vont donner une combinaison unique, mais pareil pour tout le monde. On est tous logés à la même enseigne, on doit se débrouiller avec cette information pour ensuite choisir la combinaison qui nous arrange le plus sur notre petite feuille, cocher ce qui nous paraît le plus intéressant. Faire des lotissements de maisons qui vont rapporter des points sur soit une combinaison, mettre des petits bonus, des choses comme ça. Plein de scoring un peu dans tous les sens, mais quand même assez léger. Donc du coup, c'est un petit arrière-petit-fils du Yahtzee. Un petit peu. Quelque part, on retrouve cette notion-là de... Il y a une information, on va cocher sur ça. Et toi, qu'est-ce qui a fait que ce jeu-là, il a réussi à atteindre ton top, alors qu'aujourd'hui, des roll and write et des flip and write, il y en a des camions. Alors, clairement, en fait, pour moi, Welcome était un peu un jeu rupture parce que ça a été un des premiers roll and write qui a apporté vraiment un bon thème sur un truc qu'on n'avait pas besoin. On a eu beaucoup de roll and write qui sont sortis. Je mets roll and write et flip and write dans la même catégorie. Oui. Mais vraiment avec des thèmes plaqués ou pas de thème du tout. Ce qui peut marcher, hein. Il y en a très bien qui marchent comme ça. Mais le thème qui avait été porté comme sur celui-ci était crédible, était intéressant et on a envie. Et en fait, on se prend au jeu. On dit pas, je coche le machin bleu. Je mets une piscine. Je mets une piscine. Je vais faire une forêt, moi. Donc, on vit un petit peu l'expérience alors qu'on coche les cases sur un papier qui finalement c'est pas. Donc là, on le vit vraiment. C'est un beau tour de force. C'est vrai. Et l'illustration a été faite pour ce jeu. C'est un vrai effort d'édition. Ça, c'est du bon boulot. C'est pas juste, on met un petit graphisme histoire de dire, non, il y a une vraie couverture qui est jolie. Les cases à cacher sont vraiment fun. Donc vraiment, c'est un bel effort d'édition sur un truc qu'on n'avait pas besoin. Donc ça, c'est appréciable. Et qui fait qu'il sort finalement. Il sort du lot. Du lot. Et ce qui fait que, du coup, on s'y intéresse un peu plus. Et mécaniquement, il est là. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui est sympa, tu fais tes petites coches. Et ce qui est vraiment plaisant de ce jeu, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est que tout le monde est à égalité. En partant des mêmes combinaisons de cartes, on va avoir des grilles qui n'ont rien à voir. Et les choix de chacun, qui vont être au bon moment, de la manière la plus pertinente, font faire qu'on va s'y retrouver ou pas, qu'on va prendre de l'avance, qu'on va prendre des risques, qu'on va se rater dans certains trucs. Et ça, ce côté de on a tous la même chance, et si t'as perdu, c'est ta faute, et ben ça j'aime bien. Ça c'est vraiment c'est le meilleur qui l'emporte. Il n'y a pas de chance. Il n'y a aucune chance. Alors si, il y a une chance. Il y a une chance de tirage. Tu vas espérer quelque chose plus que les autres. Mais c'est ta décision qui fait que tu amènes à cette prise de risque. Et ça, c'est très agréable. Au niveau interaction, là, par contre, on est un petit peu à chacun. Il y en a pas. Alors si, il y a une pseudo-course pour faire l'objectif avant les autres. C'est léger. Ça donne une petite tension parce que tu surveilles un petit peu ce que font les autres. Et t'es content de les prendre de vitesse pour leur gagner quelques points et ça peut faire la victoire. Donc, il y a une petite interaction. Mais alors là, on est loin de la directe. Clairement. Par contre, le petit avantage aussi, c'est qu'on peut jouer à plein, finalement. Ouais, et ça, c'est super cool. C'est simultané. On peut jouer à 100 personnes, en théorie. Autant qu'il y a de fiches. J'ai même joué en live. Avec l'éditeur, avec l'auteur, où on était tous avec notre petite fiche chez soi, pendant qu'ils animaient le truc et qu'ils cochaient les cases et tout. Et tu coches ta case en même temps que 150 personnes. Et c'est super cool. Et il te dit, il y en a déjà 10 qui ont résolu l'objectif 3. Putain, je me dépêche et tout. Donc, cette sensation de pouvoir jouer à plein, alors que tu joues tout seul dans ton coin, c'est assez agréable. C'est assez contradictoire quelque part. C'est assez contradictoire et c'est assez intéressant. Moi, je trouve ça vraiment surprenant. Le petit truc que je veux dire pour le jeu, c'est que c'est un jeu qui est faussement familial. Clairement, on se dit, tiens, on va pouvoir jouer à tout le monde. Surtout quand on le connaît bien, on a l'impression que c'est tout simple. Mais la première partie est assez dure parce qu'il y a 5-6 manières de scorer. Et c'est assez complexe les intégrer, pour un problème familial. Moi, je sais que je l'ai présenté à la belle famille, on était 10 autour de la table. J'ai dit, tiens, un jeu à 10, c'est super pratique. J'ai fait un flop. C'était triste parce que sinon, ils sont passés à côté parce que c'était trop d'informations de la première partie et je pouvais pas accompagner les 10 personnes. Alors que si tu accompagnes doucement les premières personnes, ça se passe super bien et après ils rentrent dedans et les parties elles s'enchaînent vraiment bien. Mais voilà, c'est pas très familial complètement, c'est vraiment
un petit familial plus, sans parler de Welcome to Las Vegas, qui est vraiment le cocktail expert, qui, moi, par contre, c'était presque trop pour moi. Il y a trop d'informations, trop de combinaisons. Je peux presque pas. Moi, je suis vraiment sur le premier. Qui est l'essence vraiment pure et efficace. Ok. Très bien. Ça te va? Ça me va. Parfait. On continue? On continue. On va aller voir ce qui se passe du côté du numéro 9. Numéro 9. Numéro 9. Marilyn? Oui. Ça va se voir, non? Oui. faut qu'on dise pourquoi t'es là? Oui. Ok, allez, j'avoue? Oui. Parce que c'est de ma faute. Un peu. Un top, c'est super dur à faire, et du coup, ce top, on l'a fait plein de fois. Je l'ai fait encore plus de fois dans ma tête, et j'ai voulu changer un truc. Ouais, il nous a supplié. J'en dors plus la nuit. Je voulais vraiment mettre ce jeu en numéro 9 dans ce top. Je voulais le rapporter parce que voilà. Et j'avais plus Marine sous la main. Et puis, elle aurait pas été coiffée pareil, pas habillée pareil, ça serait vu. Du coup, j'avais Thomas. Donc, ça va moins se voir. Ça se voit moins, qui est toujours habillé pareil, toujours coiffé pareil. C'est ça. Mais peut-être physiquement, ça va se voir avec Marilyn. Et du coup, je vais vous faire un petit raccord pour remettre parce que... Tricheur! Ouais, j'ai voulu changer. Voilà. Thomas connaît bien le jeu. Et du coup, c'était l'occasion de le faire rentrer et qu'on en parle ensemble. Alors, le jeu en question. Donc, le jeu en question, c'est un jeu de Bruno Catala et d'Antoine Boza, et il s'agit de... Le Petit Prince, construis-moi une planète, fabrique-moi une planète. Fabrique-moi une planète, c'est ça. Ouais. Alors, c'est le premier jeu sur le thème du Petit Prince qu'ils ont fait tous les deux. Il y en a eu un autre après. Celui-ci, c'est un jeu de draft dans lequel on va avoir des tuiles et on va donc construire une petite planète sur laquelle il y aura les différents éléments du Petit Prince. Et puis, en fonction de ce qu'on aura mis dans les coins de notre planète, on va marquer plus ou moins de points. C'est le joueur qui aura le plus de points qui sera le gagnant. L'idée, c'est que ça va être un jeu de draft, mais un peu particulier. C'est-à-dire que si on est 4, il y en a un qui va piocher 4 tuiles. Il va en garder une pour lui. Et il va choisir à qui il passe les 3 tuiles suivantes. Celui qui reçoit les 3 tuiles, pareil, il en prend 3. Et puis, il choisit à qui il les fait passer. Donc, c'est un draft, mais on choisit à chaque fois à qui on fait passer. Ce qui fait que c'en est un jeu qui, comme son thème ne l'indique pas du tout, c'est globalement un jeu très méchant. Ouais, complètement. Il y a 2 raisons pour lesquelles il est là et que j'y tiens beaucoup. C'est, ce côté jeu d'enfoiré. Oui. Alors que c'est super accessible, c'est un jeu 8 ans. C'est simple, tu prends une tuile, tu la mets, t'as ton petit choix, c'est truc un peu cornélien, mais c'est accessible, mais c'est super méchant parce que tu sais ce que tu donnes à qui, pourquoi, et tu peux faire des coups, mais très très méchants en sabordant complètement le scoring des gens, et ça c'est à la fois jouissif, à la fois méchant, c'est super ce qui se passe autour de la table à cause de ça. Des fois, on commence gentil, je vais pas te donner ça tout de suite parce qu'on essaye de se faire des copains dans la partie qui nous fileront des trucs, et puis au moment tu leur balances des baobabs et puis ils pleurent et c'est sympa. Ouais, voilà, c'est ça. Et la deuxième chose qui fait que ce truc est assez exceptionnel, c'est que le scoring de ce jeu se fait au fur et à mesure de la partie. Et c'est le premier jeu de collection que j'ai rencontré où le scoring n'est pas établi dès le début. À partir, on ne dit pas, tiens, il faut gagner des étoiles, il faut gagner des trucs. Non, le scoring, c'est toi qui le fais. C'est toi qui décides ce que tu veux scorer de 4 manières différentes. Et ça, c'est super original. C'est-à-dire, on va tous avoir des trucs asymétriques et tu choisis ce que tu fais au fur et à mesure. Et tu vas pouvoir choisir en disant, je vais faire un scoring ou je vais collectionner des trucs en plus. Et tout le monde va devoir se plier au truc. Et ça, c'est super malin. Ouais, moi c'est un jeu que j'aime bien aussi pour ces raisons-là. Il a un petit défaut, il est parfois un peu trop méchant, je trouve. C'est-à-dire si t'es l'avant-dernier joueur, c'est un peu punitif parce que le dernier, il a le choix, c'est lui qui va prendre les 4 prochaines. Donc qui a choisi de quel type on prend. En plus, il choisit le type qu'il va prendre, ce qui est assez important, notamment à quel moment on choisit les tuiles qui vont scorer. Alors quand on est avant-dernier, on a juste le choix entre 2 tuiles. Derrière, on n'a pas de voilà. Et bon, il peut y avoir un peu de l'acharnement sur. Oui, sur tu peux dire, toi, tu seras toujours 3e à choisir, et c'est un petit peu difficile. C'est pour ça que c'est un jeu que je conseille plutôt à 3. Ouais. Du coup, t'as le petit choix qui est limité, t'as tournes plus dans qui c'est qui est le premier. Je joue souvent à 4, mais je pense qu'ils vont monter jusqu'à 5. Mais je trouve que 3, c'est une configuration qui est vraiment cool là-dessus. Est-ce qu'il y a aussi un côté des fois où tu dois faire du contre-draft, mais parfois il est contre toi? C'est-à-dire que je veux vraiment, là, il reste que des tuiles qui sont intéressantes pour cet autre joueur. Je veux vraiment pas qu'il les ait. Il faut que je me sacrifie un peu pour l'équipe, sinon tout le monde va perdre. Il y a ce côté-là qui est un peu c'est un draft qui est intéressant parce que tu préfères te sacrifier que de prendre un truc qui t'intéresse. Les offres que tu peux faire en points aux adversaires sont tellement fortes que tu préfères prendre un petit peu moins, mais qu'il n'est pas un truc super cool. Et c'est ça où je trouve que l'interaction est forte, dans sa limite, parce que justement, tu te sacrifies toi-même dans ce draft, et ça, c'est intéressant. Ouais, alors, on l'a dit, c'est un jeu où le thème colle quand même pas vraiment à l'ambiance autour de la table. Faut le reconnaître. Ouais, je suis d'accord. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce jeu, ça m'a pas du tout accroché. Je suis pas du tout intéressé par le thème du Petit Prince. Moi, c'est un truc qui me parlait pas. Puis j'ai vu les auteurs, donc Antoine Boza et Bruno Catala, qui sont des gens que j'apprécie beaucoup dans ce qu'ils font. Du coup, je me suis intéressé au jeu. Du coup, j'y ai joué. Et j'ai vécu une expérience qui avait rien à voir avec ce que je m'attendais. Donc, pour moi, c'est un jeu dont l'adéquation thème mécanique ne marche pas.
mais mécaniquement, il est tellement plaisant que j'ai envie de sortir. Et pour le coup, le côté Petit Prince, c'est quelque chose qui parle aux gens en disant ah ouais, je connais. De quoi ça parle ton truc? Et du coup, après ils oublient le thème, ils partent dans la planète et tout. Donc finalement, ça marche pas, mais le jeu marche tellement bien que tu l'oublies et ça permet de faire quand même une petite porte d'entrée. Mais ça peut être traite en disant on va jouer un petit jeu gentil Petit Prince. Non, pas du tout. Moi, je leur dis tout de suite, je leur dis attention, c'est un jeu, on va être méchant, hein, attention, voilà. Donc c'est plutôt cool. Et ce jeu, du coup, alors j'en parle alors qu'il est plus tellement disponible en boutique. D'accord. Mais il va bientôt être réédité. J'en ai parlé avec l'éditeur. Là actuellement, ils vont bientôt bosser sur leur rethématisation et réillustration du jeu. Donc ça ne sera plus Petit Prince normalement. Et du coup, il devrait ressortir dans 2 ans à peu près avec une nouvelle thématique, nouvelle illustration, un nouveau truc cool. Ils vont peut-être vraiment assumer le côté méchant. Et je suis super intéressé de voir dans quel thème ils vont partir sur ce jeu que je trouve vraiment cool et vraiment à recommander chaudement. Si vous êtes vraiment prêt à vous faire des sales coups dans le dos aussi. Et ben moi aussi. Allez. Ok. Bon, et ben normalement je disparais définitivement et on passe au numéro 8. C'est parti pour le numéro 8. Numéro 8. Ambiance un peu à la Game of Thrones. On a un petit couteau dans la main, caché. On incarne une famille. On va essayer de faire descendre les autres. Voilà, clairement. On a même les illustrations de Thomas Jedrzejczyk. J'ai réussi à le dire à peu près. Désolée. Donc qui est connu pour avoir superbement illustré des jeux de la licence Game of Thrones. Mais c'est pas un jeu Game of Thrones. Attention, c'est un petit jeu de cartes, de bluff, de guessing, qui s'appelle Oriflamme. Donc qui est sorti l'année dernière, 2019, et qui a eu l'As d'or. Donc des frères Essling. Donc c'est le premier jeu. Et Studio H aussi, donc c'était la première sortie. C'est ça. Ça a été un gros coup de cœur chez toi. Clairement. Ce jeu de bluff, combo de cartes, planification. Moi, m'a bluffé dès le début parce que ce qui m'a plu, c'est l'épure de jeu. Le jeu contient 50 cartes, mais 10 cartes par personne. Sur les 10, on va en garder 7. Sur les 7, on va en jouer 6. Et à son tour, on prend une carte, on joue une carte. C'est tout. Donc quand tu expliques aux gens, tu dis, tu vois tes cartes, tu les lis, à ton tour, t'en joues une. La seule chose qu'il faut faire, c'est savoir où on la place, quand on la place, pourquoi on la place. Et ça, c'est pas la même chose. Parce que les combinaisons des cartes entre elles et avec celles des adversaires, elles font des trucs dans tous les sens. Et ça, mais c'est un plaisir. Et finalement, deviner ce que les autres vont faire. C'est ça. Pour aussi soi-même jouer la meilleure carte au meilleur moment et contrecarrer les plans de tout le monde. Et puis on peut viser un peu des plans à 2-3 coups. Moyen terme, voire à long terme. Et puis à long terme aussi, c'est ça qui est intéressant. C'est pas que du c'est bon, j'ai survécu à ce tour-là. On peut aussi se dire si je mets ça et que par-dessus je mets ça, après lui il va se virer, peut-être que je vais réussir à faire un C'est quelque chose qu'on voit pas forcément au début quand on découvre le jeu. Il y a une vraie courbe de progression. Il y a une courbe de progression et au bout de 10, 20, 30 parties, tu passes vraiment 5 minutes au début de jouer, avant de jouer en lisant ta main, en disant ça je pourrais peut-être faire fonctionner avec ça, qui fonctionne avec ça, suivant ce qui se passe. Et ça j'avais pas au début. Au début tu joues une carte, tu verras. Et finalement t'as une lecture du jeu qui est super intéressante, qui te montre la profondeur du jeu, et plus tu joues, plus tu vas découvrir des combos et tu dis on peut faire ça avec ça, tiens il va se passer ça, je vais les avoir et tout. Il y a du bluff, du contre-bluff, on a un affront à voir en fonction de ce que vont faire les adversaires. Et tout ça avec 10 cartes. Moi, je suis bluffé. C'est un jeu que je trouve magique. Et c'est le jeu le plus récent qu'on aura dans ça, parce qu'il est sorti l'année dernière. Moi, les jeux que, normalement, je les pense vraiment avant de les apprécier. Je suis vraiment du 20, 30, 40 parties. Oriflamme, j'ai déjà les 20, 30 parties, alors qu'il est sorti l'année dernière, parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. C'est des parties courtes aussi. Des parties courtes. Donc tu peux enchaîner. À chaque fois, on enchaîne les parties, de la même manière qu'on enchaîne les tours. Les tours, on joue un coup, et ça se passe bien, pas bien, on passe au coup d'après, on enchaîne, et on s'applique pas. Tu rebondis sur ce qui s'est passé, et tu dis, c'est bon, je parle là-dessus. Ça s'écroule pas tout. Parce que comme je disais, alors là, pour le coup, on est vraiment sur l'interaction directe. On est là pour être méchant, comme dans King of the Com, mais encore pire. On va faire en sorte que ce que prévoient les autres ne marche pas. Donc c'est vraiment méchant, pour essayer de se sentir au mieux. Mais c'est la méchanceté qui s'efface en un instant, parce que les tours durent 2 minutes. Tu places ton truc, t'as prévu quelque chose, tu te fais ramasser, c'est pas grave, tu remontes au coup d'après, tu passes autre chose, t'as changé de plan. Donc finalement, on s'apitoie pas sur une machination qu'on a mis 20 minutes à préparer. Non, on enchaîne, c'est pas grave si ça se passe mal, le prochain coup ça se passera peut-être mieux, peut-être pareil, on rebondit comme ça. Du coup, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pensent que c'est que du chaos, qu'on peut pas trop prévoir Je pense qu'ils sont mauvais. Non, alors oui, forcément il y a une dose de chaos qui augmente avec le nombre de joueurs, parce que quand t'es 4-5 joueurs,
tu prévois quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui va forcément te mettre des bâtons dans la rue et tiens, sans même le faire exprès. C'est improbable qu'il déplace son truc là, que ça me tombe sur la gueule et tout. Ouais. Donc il y a du chaos, mais c'est du chaos qui est quand même super fun. Tu t'en veux pas, t'enchaînes. Ouais, il y a du chaos, mais quelqu'un qui connaît bien le jeu devrait arriver quand même toujours à plus ou moins sortir son épingle du jeu. Quelle configuration tu recommandes du coup? 4 personnes, j'aime bien. 3, ça marche aussi très bien. Aussi, ouais. Mais je fais des parties 5 que j'apprécie quand même forcément. Le chaos, pour moi, c'est pas un problème. C'est un fun différent. Donc si on est à 5, je ferai une partie avec plaisir. Mais je pense que l'idéal pour moi, c'est de jouer à 4. Et si tu devais rapprocher le jeu à d'autres, parce que ça fait penser un petit peu à des choses qu'on a déjà vues, c'est pas forcément le truc le plus innovant du monde. On en parle souvent, on le rapproche pas mal avec Libertalia. Qui est un jeu pareil où tu maîtrises ta main et tu essaies de faire en sorte qu'elle soit plus optimale par rapport à ce que tu as joué. Mais on était venu à en discuter pas mal et c'est vrai que c'est un super Libertalia épuré, étriqué pour qu'il reste plus que la quintessence. Avec des parties beaucoup plus courtes. Des parties super rapides et c'est ça que j'apprécie. Moi je préfère vraiment faire plein de parties courtes qui... À la Love Letter, quoi. Ça va très très vite. Il se passe plein de choses au cours d'une partie. On fait une deuxième partie, il se passe encore plein de choses, ça fait plein de souvenirs. Et Libertalia est un jeu que j'apprécie beaucoup mais qui a plus vieilli et plutôt que me faire une partie d'une heure, je préfère me faire une partie compressée de 20 minutes. Très bien. Donc c'était Oriflamme qu'on vous recommande chaudement. C'est une belle 8e place qui pourra peut-être monter au fur et à mesure des années parce que là il a pris déjà la 8e place au bout d'un an. Qui sait s'il pourrait pas monter plus tard. On va voir s'il s'installe. On en reparle dans 10 ans. On va passer au numéro 7 ? Ouais. Allez, tout de suite le numéro 7. Alors, le numéro 7, un jeu encore de Blue Cocker. C'est pour ça que je disais que c'était un éditeur que tu aimes bien, apparemment. Malgré qu'il soit assez récent, je trouve qu'il fait de très belles choses. C'est un éditeur que je suis parce qu'il fait des jeux qui me parlent. Nicolas Poncin, qui a sorti ce jeu, donc, en 2014. C'est un jeu où on est un écuyer et on s'entraîne dans une académie pour devenir un chevalier, devenir le meilleur chevalier. C'est donc Medieval Academy. C'est ça. Alors c'est un jeu de draft, puisqu'on va avoir des cartes au début du jeu, on va choisir celles qu'on garde, sachant que chacune représente une discipline dans laquelle on va essayer de s'améliorer. Donc ça peut être comment battre le dragon, comment faire l'aumône, s'occuper de son roi, etc. Ou draguer la princesse. On choisit sa carte et on fait passer le reste de la main au voisin. Et petit à petit, on fait sa main comme ça. Et après, on va jouer nos cartes pour avancer sur des pistes d'influence. C'est ça, c'est un draft décalé. On va le programmer, on va prévoir ce qu'on va faire et on va le faire en fonction si ça se passe bien. Et on va se mettre sur ces petites cases et on va s'affronter du coup avec des majorités. Celui qui aura monté le plus sur une case va pouvoir profiter du bonus, des points de victoire et tout. C'est ça. Du coup, draft, placement, majorité. On est sur une combinaison assez, somme toute, classique de mécanismes. Mais qu'est-ce qui fait que celui-là, il a son truc en plus qui fait qu'il est là, qu'il est numéro 7 quand même. Je trouve qu'il marche super bien. Et c'est un jeu... Alors le draft est la mécanique principale du truc parce que ça permet de bien dispatcher, savoir ce qui se passe, ce que tu laisses au voisin. Et ça c'est super intéressant de savoir, ok, je prends ça, mais qu'est-ce que je vais lui laisser? C'est un drame à chaque fois quand c'est l'interaction indirecte dont tu parlais. Et ce côté monter sur les pistes pour faire des majorités, finalement c'est super simple parce que c'est facile à expliquer. Tu expliques aux gens, quand tu joues un 3, tu montes de 3 cases. Ok. Celui qui est le plus haut, il gagne. Ok. C'est limpide. C'est super limpide, c'est super efficace et tu rentres tout de suite dans le jeu. Une fois que le draft est expliqué, les parties elles s'enchaînent et c'est super bien. Et donc c'est vraiment la pureté, l'évidence et l'accessibilité de ce jeu qui m'a fait y aller, qui me le fait montrer à plein de gens et à chaque fois ça continue parce que c'est un plaisir de jouer à un jeu qui est vraiment très important. Il y a ce petit twist du décompte qui change selon les disciplines, et selon les moments. Donc il va falloir des fois changer un peu sa stratégie en fonction au moment du décompte. On se dit ah là là, il va falloir que je jongle avec ce que j'avais prévu et partir sur autre chose. Tu t'adaptes, tu te dis pas ok je vais y aller à fond, les autres ils vont à fond, ok soit je continue à me griller, je monte encore, bien sûr je laisse tomber, je vais faire autre chose parce que là ils pourront être plus faibles et tout. Tu surréagis à chaque fois, tu as une petite carte de rab dans ton draft que tu vas pas te servir, donc tu sais que finalement tu vas changer de stratégie en contre autre. Mais vu que tu sais ce que tu as passé aux autres, plus ou moins une partie, tu sais que il y a des choses qui vont peut-être pouvoir t'embêter, donc du coup tu fais attention à ce qui se passe. Donc voilà, c'est quelque chose où tu surveilles constamment ce qui se passe, tu programmes
mais finalement tu réagis en fonction de ce qui va se passer. Et chaque fois, c'est un jeu que tu queen. Ah, mais oui. tu queen. Tu dis, je vais faire ça. Mais pourquoi tu rejoues là? Tu vas jouer ailleurs. Oh, il me repose devant, je suis dernier alors que j'étais premier. Ouais, c'est des situations catastrophiques à chaque tour de main, mais c'est plaisant. C'est multiples courses en fait. C'est ça, tu fais 7 courses en même temps. Je sais plus combien il y a 10. Je trouve ça. Et puis tu peux pas tout gérer, donc tu es obligé de faire des sacrifices. Mais tu essaies de sacrifier, mais pas trop, parce que tu peux pas être non plus dernier. Quand tu fais le dragon, tu dis bon ok, j'essaye ou j'essaie pas. L'aumône, non, faut quand même pas être le dernier, faut un petit peu bosser. Bref, t'as plein de chemins. T'as envie de tout faire, mais tu peux pas tout faire. Et c'est ces choix que j'adore faire, en disant, je veux tout faire, je ne peux pas tout faire. Quels sont les choix les plus pertinents? Et c'est un jeu que j'apprécie et que je pense perdre presque tout le temps. D'accord. C'est difficile parce que t'as envie de tout faire et je suis gourmand sur plein de trucs. À chaque fois ça se passe mal, je me fais rétamer à gauche, à droite. Mais c'est un plaisir de perdre le jeu parce qu'il se passe des sensations autour de la table qui sont super intéressantes. Est-ce que t'as essayé les variantes? Très peu. Parce que... En fait, le jeu est super malin parce qu'il vient avec des variantes sur les 7 plateaux, donc ça fait une multiplication des modes de jeu, mais j'ai pas envie. En fait, le jeu, dans sa version pure, la plus simple, est parfait pour mon utilisation et c'est très bien. Le fait qu'il puisse offrir d'autres choses, je trouve ça cool pour les gens qui ont vraiment de gratter. Mais même moi qui ai fait des tas de parties, j'ai pas envie d'aller gratter parce que la configuration idéale, c'est celle que je ne base. D'accord. Elle te sied comme ça. Mais complètement. Par contre, c'est pareil, c'est un jeu qui se joue à 2, mais à 2, non, bof. Non, tu veux pas jouer à 2, tu veux jouer à 4 là. Ouais, pareil. Ouais. 3 à 4 pour aller essayer de grappiller des petits trucs et puis il y a toujours pour qu'il y ait des rebondissements, pour que voilà. Sinon à 2 c'est un petit peu. Ouais, et puis tu vois plus de façon moins de cartes, tout. Ouais. Enfin, vraiment un jeu intéressant. Très bien. On va voir un nouveau jeu, un numéro 6. Peut-être que celui-là il marche à 2. Ce serait bien. Ouais. Là celui-là, il faut toujours avoir du monde autour de la table. Et le prochain, on peut plus des configurations à 2. Allez, on va voir ça tout de suite. On y va. Numéro 6. Le numéro 6, si vous ne le connaissez pas, c'est peut-être que en 2017-2018, dans ces eaux-là, vous ne regardiez pas du tout ce qui se passait dans le monde du jeu. Donc, bienvenue. Bienvenue, tout à fait. Parce que là, c'est quand même un nom. Un mot qui parle un petit peu. Ça fait un petit peu de bruit, on va dire. C'est Azul. Azul. Donc, il est bien connu, il a rencontré du succès avec le Spiel 2018, et Azor, entre autres, ensuite, un jeu de, Michael Kisling, de pose de carrelage. Un jeu de carreleur de chez Next Move, plan B, donc. Donc vous allez essayer d'embellir le palais du roi avec des tuiles décoratives, ça c'est autant pour le thème. Le thème, voilà. C'est fini, ça c'est fait. Ça va être un draft, cette fois encore, de tuiles. Cette fois, on va sélectionner des tuiles pour les mettre sur son plateau et essayer de marquer des points en fonction de la façon dont on les aura posés sur notre plateau. Et puis, les ressources gâchées sont des pénalités, donc faut faire attention à pas être trop gourmand. Les lignes incomplètes, elles vont rester, donc ça va nous compliquer la tâche d'un tour sur l'autre si on n'arrive pas à bien tout remplir comme il faut. C'est un jeu qui, tout de suite, avec son matériel, attire l'œil. Est-ce que c'est un sans faute au niveau matériel? Ouais, j'ai envie de dire oui. Alors, de l'édition actuelle. La première édition avec un petit token en carton qui sert à rien, ridicule. La nouvelle édition a mis une vraie tuile, un vrai carreau pour faire ça. Mais oui, clairement, matériellement, c'est un jeu qui coche toutes les cases. Il est beau. Matériellement, tu as envie de le toucher. Il est agréable à jouer. Le petit plateau pourrait être creusé pour que le petit compteur de points ne bouge pas. Moi, je regrette que les éléments puissent glisser. Je suis d'accord. C'est quand même dommage. C'est un vrai défaut pour quand tu maîtrises pas assez le jeu, t'as vite fait de faire une petite cochonnerie. Mais clairement, c'est un jeu que je trouve vraiment éditorialement très réussi pour un prix plus ou moins modéré, élevé, je sais pas. Mais c'est un matériel que tu as envie de jouer. C'est là, tout de suite, ça t'a attiré quand t'as vu le clairement, le graphiquement, il est joli, la boîte est jolie, mais tu sais pas de quoi ça parle. Après, tu dis qu'on s'en fout. Et quand tu vois le jeu, t'as envie de prendre tes petites tuiles, te jouer, de les mettre au milieu, de mettre tes petites rosaces. Et là, tu commences à dire, c'est malin. C'est malin. On rejoue? Ouais, c'est malin. T'en as fait combien, d'Azul? J'ai fait facile 30 ou 40 parties, avec tout type de public. C'est-à-dire que j'ai joué aussi avec les cubes du Box, avec des vrais joueurs pour voir comment ça pouvait être taquiné, mais vraiment aussi avec mes joueurs habituels, voire des joueurs très familiaux, et à chaque fois ça marche très bien, les gens sont emballés, ils comprennent vite comment ça marche, ils comprennent vite qu'ils vont se faire rouster parce qu'ils n'ont pas assez la maîtrise du truc, et ça c'est vraiment agréable. Il y a quand même une courbe de progression. Il y a une vraie courbe de progression entre les premières parties qu'on fait et les suivantes, on dit tiens je sais que ça il va falloir que je complète, ça va agresser pour le coup d'après. Le mécanisme est plutôt simple, mais ce qu'on fait
amène des choix qui sont plutôt intéressants et intelligents et on a envie de se rentrer dedans pour... Et là, ouais, où se situe l'interaction? Ouais, l'interaction, on la voit pas au début parce qu'on est sur son petit plateau, on dit qu'on va construire sa mosaïque et qu'il n'y a pas d'interaction. Quand on joue un petit peu, surtout à un faible nombre de joueurs, on se rend compte qu'il y a une interaction énorme sur la prise des tuiles qui sont mises, parce que suivant ce que tu prends et ce que tu laisses à l'adversaire, si tu regardes pas ce que fait l'adversaire, tu vas passer à côté de la partie. Tu lui laisses une autoroute vers la victoire. C'est ça, tu lui laisses 5 bleus. Ah tiens, avec ces 5 bleus, il fait sa colonne et compagnie. Ah, c'est une catastrophe. Non. Quand tu fais attention à ce que tu joues, et tu joues de manière non pas forcément seulement à t'aider, mais à embêter l'autre en disant tiens regarde, je fais ça. Du coup, tu vas te prendre une grosse colonne dans ton malus. C'est super jouissif. T'as plus envie d'embêter l'autre que de faire des coups sympas. Carrément. Ouais, clairement. J'ai fait des parties à 2 joueurs où je fais ça pour que tu aies un malus énorme, même si moi ça fait que 3-4 points. Mais si tu fais moins 10, c'est cool. Et là, c'est en configuration. En 2 joueurs. En 2 joueurs. C'est la configuration dans laquelle je joue le plus parce que c'est là où il y a le plus de maîtrise. De contrôle, ouais. C'est, pour moi, les jeux abstraits, c'est ceux où j'ai besoin de plus de maîtrise. Contrairement aux jeux un peu chaotiques, c'est pas grave dans le fun. Là, jeu abstrait, on calcule, on prévoit, on essaie de faire ses petits coups. Il y a toujours du tirage, mais finalement, c'est ce que vont prendre les gens qui vont faire que ce tirage va être avec nous ou pas. Et là, à 2 joueurs, tu veux vraiment essayer de calculer et d'empêcher l'autre. Donc, à une bonne interaction, pas méchante, hein, tu les grues pas ce que font les autres, mais tu les empêches de construire des trucs sympas. Et ça, c'est vraiment agréable à 2 joueurs. Faut aimer l'abstrait quand même. Pas forcément. Alors oui, un petit peu, mais on n'est pas sur du Othello non plus avec un truc tout sec. Ces petites couleurs font que tu te sens l'âme du carreleur. On sait qu'on pose pas du carrelage, mais de créer sa mosaïque est agréable. Ça me fait sortir du jeu abstrait que je ne vois vraiment qu'en noir et blanc. Pour moi, le stress c'est le truc noir et blanc très aride. Là, toutes ces couleurs, ce pseudo-thème qui sert à rien mais qui est cool, moi ça me permet de m'évader un petit peu sans non plus que je me raconte une histoire. Hein, je vais pas se voler la face. Mais je vois pas que ça comme un jeu abstrait, mais je vois surtout ça comme un jeu très accessible et très sympa. Et au niveau de jeu un peu puzzle game comme ça, il y a eu, alors je sais plus si c'est la même année, mais il y a eu Sagrada qui est sorti aussi, qui a souvent été comparé à Azul. Est-ce que toi tu l'as essayé? Alors j'ai fait une partie. Il a été vraiment pas mal dit comme étant un Azul plus pour les joueurs un peu plus amateurs, pour les gens qui suffisent pas d'un Azul. Moi, j'ai pas été complètement emballé parce que j'ai trouvé qu'il y avait assez peu de choix. Alors, j'ai fait qu'une partie, mais j'ai l'impression que c'était un peu trop facile. Je mettais mes dés, c'est seulement à la fin de la partie où je me rencontrais des dilemmes et ça passe ou ça passe pas. T'as eu toute ta partie pour la préparer, mais tu rencontres rien de méchant avant la fin. Donc, t'es un peu trop libre. Tu peux faire un peu trop Azul, dès le début, tu as des contraintes et tu dis ok, là ça s'est mal passé, il y a vraiment des choix qui sont tout de suite dans le choix. C'est ça. Et donc ces choix délaissés pour la fin de partie m'ont pas emballé autant que j'aurais espéré, alors que sur le papier il était plutôt sympa. Ok, très bien, ça me va, je prends. Voilà, j'ai pas besoin de le recommander, c'est un jeu qui marche déjà très bien, mais qui chez moi rencontre un succès tout le temps là, et quand on me demande une partie d'Azul, oui, je joue carrément. Tu nous as bien bassiné avec Azul, j'avoue. Et d'ailleurs, j'étais étonnée qu'il n'arrive pas dans le top 5. C'est difficile à classer. Il est resté à la porte. Il est resté à la porte parce que il est assez récent, il est déjà bien monté, et les jeux qui sont après, moi, me parlent encore un peu plus. On va rentrer là dans la deuxième partie du top. Top 5. Top 5, tout de suite. Numéro 5. Alors là, c'est pareil, le numéro 5, si vous en avez pas entendu parler en 2014, c'est que là, vous deviez pas du tout être dans le monde du jeu à ce moment-là. C'était un énorme carton, même s'il y a eu encore, on va en parler, du même auteur, d'autres choses qui ont fait bien calme bruit aussi. Mais alors c'est un duo d'auteurs, hein, c'est pas Charles Chevalier, Bruno Catala, si ça vous parle. J'en fais pas mal, mais j'en fais beaucoup. Qui fait partie de mon top 5, c'est Abyss. Abyss, chez Bombix. Donc Abyss, on doit essayer de devenir le seigneur des abysses, hein, dans un univers imaginé. De poissons. Alors là, dit comme ça vend pas du rêve. Aquatico, humano, poisson. Ouais. Mais comment dire ça, mais les profondeurs. Les profondeurs abyssales. Et ce qu'on peut dire, c'est que visuellement, c'était une grosse claque. Hein, c'est illustré par Xavier Colette, un travail magnifique d'illustration. Et alors c'est un jeu où on va explorer les abysses en retournant des cartes. Les joueurs vont choisir dans une espèce d'enchère inversée s'ils achètent ou non la carte. Et si personne la prend, ça revient au joueur actif. Et après ces cartes vont nous servir notamment à payer, donc récupérer des seigneurs. Voilà, à récupérer des grandes cartes
seigneurs, en format plus gros là. Qui ont des pouvoirs, des effets. Voilà, des pouvoirs et des effets, et qui vont potentiellement donner des clés. Des clés qui vous permettent d'accéder à des lieux, qui font des points de victoire. Voilà, donc, qui eux font 3 strates. Voilà, c'est ça. On récupère des personnages pour récupérer des seigneurs, pour récupérer des lieux et des clés. Et qui font des points. Et les bâtiments, on en parle, c'est tuiles horizontales où vont se mettre nos seigneurs, et qui aussi font des points de victoire. C'est ça. Voilà. Donc il y a pas mal de façons d'arriver à faire des points. On score pas mal de choses. C'est pas si familial que ça, c'est un peu au-dessus quand même. Ouais, clairement, on n'est pas sur du jeu expert, loin de là, mais on est quand même sur du jeu amateur. Qu'est-ce qui fait qu'il est là? Alors déjà, pour moi, ça a été une rupture, ce jeu, visuellement. Il y a eu un parti pris rupture de rétine. Mais clairement, il y a eu un avant et après Abyss, je pense. Parce que ils sont arrivés avec un jeu qui, visuellement, claquait vraiment. Avec leurs 5 couvertures. 5 couvertures sur lesquelles il n'y avait ni le nom du jeu, ni le nom des auteurs, ni le nom de l'éditeur, ni parti pris énorme, qui avait vraiment fait discuter à l'époque, et puis qui générait pas mal de soucis, parce que les boutiques avaient référencé 5 boîtes qui étaient le même jeu, c'était compliqué. Ils n'avaient jamais vu un truc comme ça. Et vraiment, moi, ça m'avait éclaté de voir un parti pris pareil, graphiquement, qui était vraiment aux petits oignons, et pas que cette couve. Parce que alors moi, j'ai la couve jaune, c'est la plus belle, on est bien d'accord. Tout le monde a son propre goût, mais moi, chacun va choisir. Couve jaune, je me suis battu pour l'avoir. Mais ça va, toutes les cartes de seigneurs sont travaillées, sont léchées, sont magnifiques. Il y a tout un univers, un artbook qui a été fait. Extraordinaire. Matériellement, il n'y a pas que ces graphismes, même éditorialement, on a notre petite perle. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir des jetons perles, qui aurait été le truc le plus évident que n'importe quel éditeur aurait mis, ils ont mis un coquillage dans lequel on met des perles qui sont des vraies perles qui tournent. Et ça, mais j'ai trouvé ça génial. Et tu passes ta partie à faire tourner tes perles. Et à courir après parce qu'elles roulent. Parce que tu vas faire tourner trop vite et elles se barrent et tout. Mais ces perles, ça fait partie du jeu et ça te plonge dans l'expérience complètement. Donc c'est vraiment le jeu qui, moi, le plus m'avait bluffé sur son implication thématique en disant je vais vraiment dans les abysses, je recrute des personnages, je vois ce qui se passe, je sais pourquoi je le fais. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc vraiment, éditorialement, un super beau. Et mécaniquement, un truc génial. Enfin, génial. Moi qui me parle énormément, avec cette sélection de personnages, c'est comme tu dis dans Char inversé, ces collections où là, t'as pas l'air, mais tu vas avoir aussi une grosse interaction en disant je vais espérer récupérer ce bonhomme-là, mais ils vont tous essayer de me le piquer avant moi parce qu'ils savent que ça m'intéresserait trop et tout. Donc vraiment, une interaction directe que j'adore en disant c'est une petite course dans la course où on va essayer de prendre les gens de vitesse pour aller faire des lieux, des points de victoire et tout. Bref, le tout est un peu compliqué pour du famille, clairement. Moi, j'ai perdu quelques joueurs qui étaient trop familiers en disant bah non, il y a 3 strates, c'est un peu compliqué pour moi. Mais quand t'es joueur amateur, de ce type de jeu de collection et tout, c'est vraiment un pur plaisir ce jeu. Est-ce que tous les seigneurs te plaisent? Est-ce que c'est équilibré au niveau de... Ils ont tous des techniques différentes. Alors moi, je sais que justement, j'évite de prendre les personnages rouges parce que c'est l'interaction directe, très violente. Et c'est pas mon type de jeu. Justement, je vais plutôt sur les personnages jaunes qui scorent avec des collections qui font pas de pouvoir, ou bien les personnages bleus qui font du trade. Mais vraiment, voilà, on peut typer son jeu. Mais tu fais aussi fonction de cartes qui sortent. Donc si tu as des cartes d'une certaine couleur, tu vas chercher les seigneurs du corps. Donc du coup, ça type tes parties indifféremment de ce que tu aimes jouer. Ça, c'est plutôt sympa. Tu es forcé d'aller vers des types de jeux que tu n'apprécies pas forcément. Est-ce que tu as testé les extensions? Oui et non. C'est-à-dire que j'ai testé la première extension qui ne m'a pas du tout plu. Alors, je suis de base quelqu'un qui n'aime pas tellement les extensions. Je reste sur les jeux purs. Et cette extension rajoutait une mécanique avec les perles noires de corruption qui était maligne, adaptée, pertinente, mais qui transformait beaucoup le cœur du jeu, qui fait que toute la partie tu râles parce que t'as pas assez de perles. Toute la partie tu veux plus de perles. T'en as pas, tu voudrais acheter, tu peux pas. Tu queen parce que t'as pas assez de perles. Et cette mécanique de perles noires fait que tu rajoutes des perles, donc tu perds ce côté je peux pas avoir ce que tu veux, en contrepartie d'un malus quand on a trop. Ça fonctionne. Mais moi, c'est pas ce que j'aime jouer. Moi, j'aime jouer en disant, j'ai pas assez de ce que je veux, c'est ça qui me plaît le plus dans le jeu. Et du coup, je suis même pas allé à la deuxième extension qui a rapporté encore d'autres choses. Puis finalement, je me dis, ok, je suis sur mon abysse de base. Il fonctionne très bien. Et c'est comme ça qu'il marche. Ok. On disait tout à l'heure, c'était une grosse année pour Bruno Cathala, donc, pour ne pas le citer. Il y a eu aussi Five Traps, je crois, cette année-là. La même année, sorti Five Traps, qui avait beaucoup plu aux gros gamers. Qui m'a beaucoup plu, qui a failli être dans ce top. C'est un jeu que j'ai failli mettre, mais que j'ai dû enlever parce que finalement, j'ai fait que 3 parties de ce jeu. Et je l'ai pas chez moi, et j'ai pas tellement les joueurs pour ça. Mais c'est un partie chaque fois que le jeu sort, j'ai envie de jouer parce que je le trouve vraiment très intéressant. C'est un jeu auquel je suis passé à côté au début, parce que le matériel ne me parlait pas. Comparé à un Abyss ou l'extraordinaire, là, j'ai l'impression de jouer avec un gros proto avec des jolis pions. Et c'est très difficile de dire ça pour moi parce que c'est pas vrai. Et au fur et à mesure, j'y suis allé et finalement, j'ai trouvé ça extraordinaire. Les mécaniques de ce jeu Five Traps sont vraiment excellentes. Mais de base, j'aime beaucoup cet auteur Bruno Cathala. Il y a beaucoup de jeux
à lui qui font partie du top 25. Voilà, Abyss, c'est pour moi le jeu parfait de Bodo Catella et de Charles Chevalier, et un jeu que j'aime beaucoup pour cette combinaison mécanique et thématique. Ok, très bien, bah, on va rester dans un jeu ultra thématique pour le numéro 4. On se voit tout de suite. Alors, ultra thématique et magnifique aussi, on en prend plein les yeux, là, c'est sublime, c'est cette feuille Excel colorée. Très futé. Très futé en 2018, donc un jeu de Wolfgang Warsch, paru chez Schmidt, qui était en lice pour le Kenner Spiel. Donc, bon, il n'y a pas de thème, hein, on va même pas essayer d'en chercher un. Il y a des renards, on sait pourquoi c'est des renards. C'est malin, parce qu'il faut être très malin. C'est un roll and write, on retombe du coup sur ta grande passion du roll and write. J'aime beaucoup les roll and write. Donc là, pour chaque partie, on aura notre petite grille qui correspond, donc chaque partie correspond à un dé. On va lancer les dés que vous choisissez pas, les autres vont pouvoir les prendre, donc il faut aussi faire un petit peu attention à ce qu'on leur laisse. Et puis vous allez poser vos dés, enfin cocher sur votre feuille selon ce que vous avez choisi, et l'idée ça va être d'ouvrir des bonus pour faire des grosses cascades. Des enchaînements de bonus, exactement. C'est ça, de bonus. Alors c'est ça, ce jeu, ça t'a rendu fou. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est un jeu qui se moque de toi. Il te dit, je suis moche. Je n'ai pas de thème. J'ai rien à dire. Le matériel, j'en parle même pas. Il y a 6 dés et un papier. C'est ça. Il n'y a rien pour lui. Même la couverture, elle donne pas envie. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Mécaniquement, c'est un petit bijou. Ce système de combo de pouvoir pour remplir les cases t'apporte une sorte de jouissance qui est incommensurable dans un run and write. J'aime beaucoup les run and write, j'ai beaucoup testé. Oui. Mais celui-ci, il dit ok, le thème, on n'a pas besoin d'un thème. Même mécanique, on a tout ce qu'il nous faut. Ok, et il te balance ta feuille Excel que tu vas remplir. Et tu passes ta partie à cocher tes petites cases. Et au début, mais tu rames, tu fais une petite case, t'arrives aux 2 tiers de la partie, tu dis mais j'ai rien fait, c'est d'une tristesse. Et le dernier tiers de la partie, tout va s'accélérer si t'as tout bien prévu, et tous les trucs vont se comboter les uns avec les autres, ça va s'enchaîner. Plutôt que mettre qu'une case par tour, tu vas en mettre 4, 5, tu vas tout fou en disant ah j'ai réussi à faire. C'est complètement exagéré parce que t'es tout fou parce que t'as coché 3 cases dans la même ligne. C'est ridicule, mais ça provoque une sensation qui je trouve être ahurissante pour un jeu tout petit, si basique, tout simple. C'est surprenant. Alors là au niveau interaction, ça va être assez limité quand même. On va choisir le dé, surtout en fonction de ce qu'on peut faire avec. On va faire au mieux et on va regarder un petit peu ce qu'en font les autres. On aime bien faire en sorte qu'ils aient des trucs tout pourris. Tiens, je te laisse 3-1. Voilà, c'est un petit peu plus. Un petit plus. Mais tu fais quand même surtout ton petit truc dans ta petite popote dans ton coin et tu râles un petit peu, tu surveilles ce que fait l'autre, mais pas des masses. Ouais, t'essaies surtout de construire ton combo et point barre. Pas vraiment ton coin, mais presque. Tu fais ton petit tableau optimal. On peut même dire que il y a du temps d'attente parce qu'au final, tu choisis ton dé, t'attends que la personne ait fait sa coche. Tu as raison, un petit peu. Si t'es le dernier, faut attendre que tout le monde ait joué et au final pendant ce temps-là. Non, enfin tous les autres joueurs jouent en même temps une fois que le premier a fini. Ah, je me souviens plus. Mais c'est pas. Ah oui, t'as raison. Ouais. Il faut quand même attendre que la personne ait choisi ses 3 dés, donc à chaque fois relancer ton machin. Par rapport à beaucoup de roll and write qui sont instantanés sur le même temps, simultanés. Là, c'est pas le cas. Et il a aussi le défaut d'être jouable qu'à 4 joueurs. Alors que Welcome, on y joue à 100. 50%. Mais, de toute façon, très futé, il ne faut y jouer qu'à 2. Ouais, d'accord. Clairement. En fait, c'est à 2 que tu as envie d'y jouer. Moi, j'en ai fait qu'une partie. Tu peux jouer à 3 ou 4. J'ai trouvé ça trop sec. Mais à 2, ça te permet d'avoir un peu de contrôle sur ce que tu fais et ce que tu laisses à l'adversaire. Et c'est dans cette configuration que j'aime y jouer. Moi, je joue avec ma femme sur le canapé en regardant les pubs, en attendant, quoi. On a le petit roll and write. J'ai eu peur en regardant un autre truc. On sait que ça dure un quart d'heure, que on va pouvoir faire notre petite partie, et puis on passe au suivant, et puis souvent, finalement, au bout de la partie, on a envie de refaire une deuxième, donc finalement, on regarde pas ce qu'on avait prévu, et on en fait une deuxième partie. Et voilà, c'est un jeu qui, il a rien pour lui, mais qu'est-ce qu'il est intéressant, et c'est vraiment souvent. C'est un peu exigeant, clairement. Tu mets pas n'importe qui sur ce type de jeu. Vraiment, faut aimer un petit peu le roll and write, c'est déjà une bonne base, parce que c'est difficile d'attaquer comme ça. Il faut arrêter de se faire des nœuds au cerveau, parce que clairement, ça marche vraiment dans tous les sens. Les premières parties peuvent être un peu difficiles, je préviens, mais quand c'est le genre de choses que tu aimes, tu y reviens vraiment régulièrement. Tu approuves les sélections au Kenner Spiel. Clairement. Clairement, c'est un jeu que je recommande, qui a bien dans la catégorie du Kenner et non pas du simple Spiel, et qui est adapté et qui est vraiment surprenant. Ok. On a aussi les extensions. Oui, tu veux en parler des extensions parce que là, on en a. C'est ça. Pas mal.
On a la version challenge et la version normale, qui est finalement des grilles mélangées avec des petites contraintes qui sont juste différentes. Ah, pour le coup, là, t'aimes bien. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Ouais. Ça, en fait, ça te surprend de dire, ah, je suis habitué à mon schéma de déroulage de points. Ouais. Là, finalement, il change des petits supérieurs, des petits inférieurs, des petites cases. Ça te surprend et puis du coup, tu te réadaptes. Ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le challenge du très futé. Et après, ils ont sorti la version supérieure, le vraiment très futé. Et sa version challenge. Et là, je suis complètement passé à côté. Encore un coup des extensions que je rate. Ouais. Mais là, clairement, ils ont racheté une mécanique avec un degré qui fait un truc un peu spécial, qui est difficile à comprendre, à expliquer et à jouer. Et du coup, non. Ouais. J'ai pas envie. Je veux pas aller sur ce très futé, je reste sur la version normale. Le vraiment très futé, too much. Après, je surveille quand même, et je sais qu'il y a la 3e version qui arrive, il n'a pas encore de titre français, mais en gros, c'est 3 fois plus futé. Pour bientôt, ouais. Et je suis intéressant de savoir ce qu'ils ont mis dedans, parce qu'il y a chaque fois des mécanismes très malins qui se surprennent, et je verrai s'il y a un truc qui me parle plus que dans la version 2, on va dire. Au final, c'est très futé, quoi. Ça reste des cocher des cases. Ouais. On va faire un petit saut avec le prochain, parce que là, on a juste effectivement une feuille et quelques dés. Ouais, c'est pas fou, un crayon. Ouais. Ikea. Et voilà. Et là, on va passer à quelque chose un peu... matériel. Ouais, niveau matériel. Puis pas que matériel, c'est aussi le jeu le plus complexe, je pense, qui est dans cette sélection. De ta sélection. Clairement. On va découvrir tout ça, le numéro 3. Alors là aussi, c'est un très gros succès, ce jeu-là. Hein. Ça a quand même fait du bruit, plein d'extensions. On parle de conquête spatiale. Et pour le coup, le thème, il est là. Il est vivant, il est bien rendu. C'est Terraforming Mars, qui est sorti en 2016. Donc de Jacob Fryxelius, qui est arrivé en France chez Intrafin. Donc l'idée ici, ça va être de rendre Mars vivable, colonisable. On est en train de et il y a 3 facteurs de niveau de progression: la température de la planète, la présence d'eau et d'oxygène. Et c'est sur le plateau qu'on va voir ces niveaux de terraformation progresser. Qu'on va monter tous ensemble. Il y a un côté pseudo-coopération. Presque, on construit ensemble. C'est compétitif, hein, mais vraiment pur compétitif. Mais on construit quand même quelque chose ensemble autour de ce plateau où il y a quand même une interaction assez forte. On va drafter. Ouais. C'est un jeu de draft encore, tu aimes bien, hein, je crois, le draft. Il va falloir payer les cartes plus tard qu'on a draftées. Donc il faut faire super gaffe à ce qu'on fait. Parce que si on met plein de cartes qu'on ne pourra pas jouer. Là, on garde des choses qu'on ne pourra pas utiliser et c'est juste bête. C'est ça. Il va falloir, on va pouvoir activer nos cartes après plus tard, une fois par manche. Donc les manches, c'est des générations, c'est des manches à tours, un nombre de tours variables. Il y a un aspect course au trophée. Très important qu'on se rend pas compte au début. Qui est super important, on va par exemple essayer d'avoir 16 cartes en main. C'est un des objectifs possibles. Premier MTX Forêt. Voilà. Il y a un mode normal, on va dire, où on va jouer avec déjà plus de 200 cartes, et après on peut encore ajouter des cartes un peu plus encore une centaine, je crois, de cartes plus complexes. On a une possibilité de départ asymétrique. C'est du card driven avec gestion de ressources, placement. On est dans un autre niveau. C'est plus gamer déjà là. C'est plus gamer. Expert, on va dire. Et c'est pour ça que c'est un jeu que je ne possède même pas. D'accord. Tu joues chez les copains qui l'ont. Chez les copains qui l'ont ou lors de soirées jeux. Ah, vous avez ça, je peux jouer. Parce que clairement, ça ne sert à rien que je possède. J'ai personne autour de moi qui joue à un jeu aussi expert, sauf à Ludobox. Voilà. Donc, c'est pas un jeu que je possède, mais un jeu qui me plaît tellement à chaque fois que je fais une partie, parce que c'est une adéquation parfaite entre le thème et la mécanique. Et moi, c'est quelque chose qui me parle énormément, enfin, comme on a pu le voir pour Abyss. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime jouer, j'aime créer, j'aime voir les choses comme ça, qui marchent complètement. Ah, là, on voit vraiment la planète qui alors, le jeu est quand même pas très, très joli, hein. Non, c'est pas faux. De base. Après, ils ont essayé est pas parfait. On a nos plateaux personnels qui sont tout petits, tout rigides, qui partent. Les illustrations, c'est pas les illustrations des cartes, on en a qui sont horrible, les cartes avec des vers de terre, c'est pas possible. Non, c'est pas très beau. Mais vu le nombre de cartes qu'il y a, on peut comprendre qu'il y a des choix qui ont été faits pour minorer les coûts par rapport à un projet pareil. Après, ils ont fait là un Kickstarter où on peut acheter du matériel pour rendre le jeu, on peut le pimper. Hein. Il y a de fou, quoi. Beaucoup de passionnés qui ont pimpé eux-mêmes leur jeu. Toi, t'en es pas là, vu que t'as pas ta boîte. Moi, j'apprécie le jeu comme il est. Alors oui, avec ses petits défauts de la première édition ou de la version normale, on va dire, mais qui passe... Enfin,
franchement, ça choque au début. On dit, ah, ça, c'est pas très beau, ça, c'est pas parfait. Mais au fur et à mesure des parties, on oublie, ça lui fait son charme. On gomme ses petits défauts, ça fait presque son charme. Ça lui fait presque son charme. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait partie des petits défauts qu'on a envie d'oublier parce qu'on se plonge dans le jeu et on apprécie les mécaniques du jeu. Ça fait presque vieille SF. C'est ça. C'est les SF des années 80. Ouais, voire 70 même. Je crois que tu as beaucoup joué avec la version digitale en fait. Ouais, j'ai plus joué avec la version informatique développée par Studio Asmodée Digital que en version physique parce que j'ai pas les jeux justement. Et je la trouve vraiment très bien faite, c'est-à-dire que les IA sont plutôt retorses pour un joueur comme moi qui joue plus moyennement. Et c'est agréable de dire ok, bah j'ai 20 minutes, je vais me mettre sur le PC plutôt qu'avoir à déballer de matos, d'avoir à trouver les joueurs à quoi que ce soit. Et finalement, ce système avec des IA est plutôt. Tu retrouves les sensations du jeu. T'as cette même course. En affrontant des adversaires virtuels plutôt que des vrais gens où tu peux te moquer, c'est toujours moins bien. Mais cette course est bien présente et on fait en fonction des autres. Ok. Donc vraiment, c'est un jeu qui marche très bien. J'ai pas besoin de le survendre, il a très bien marché, mais qui fonctionne très bien. Et ce système de draft, tu choisis ce que tu veux et qui sont des choix cornéliens en disant bah tiens. Ce qui est important, c'est qu'en fait le jeu ne contient que des cartes uniques. Chaque fois que tu dis non à une carte, c'est fini. C'est fini. Et ça, c'est super cruel. Moi, j'ai dit, ok, je voudrais bien peut-être la revoir dans 10 tours. Non, c'est fini. Elle arrive trop tôt, enfin, je la sacrifie pour ne pas dépenser d'argent. C'est super frustrant. C'est ça qui est très agréable. C'est les choix que tu vas faire au moment de ton draft. Et tu vas faire avec ce que tu peux, quoi. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur Terraforming Mars, on a plein de contenus sur ludovox.fr, on a le Ludochrono et puis on a des articles qui expliquent toute la richesse du jeu, parce que c'est vrai que c'est du jeu costaud. On va passer au numéro 2, où là on change complètement d'ambiance, de gameplay, de tout. Alors numéro 2, ça commence déjà à être... ça chauffe là. Et c'est un jeu en équipe. Pas coopératif, il y a quand même cette notion de... On lutte contre un adversaire, on va se moquer de lui quand il aura perdu. On est des agents secrets et on communique par code. C'est des cryptos. Donc sorti chez Scorpion Masqué en 2018, de Thomas Dagenet-L'Espérance. Donc c'est un jeu d'association d'idées en fait. Dans son équipe, on va essayer de communiquer, de faire comprendre quels mots on veut faire deviner. Et pour ça, on utilise des chiffres qui lui-même rapportent à des mots. Voilà. Clairement, c'est compliqué. Sur le Ludochrono pour comprendre, parce que le Ludochrono est plutôt bien fait. Et c'est un jeu qui ne s'explique pas. Le plus simple, c'est de voir des gens y jouer. En 2 minutes, vous aurez compris. Vous regardez un tour. Un tour joué. Et là, vous allez comprendre ce qui se passe. Mais bon, le principe, on va essayer de trouver des mots qui vont faire penser à d'autres mots. Et à cette association... Du billard de mots. Voilà, en 3 bandes, voilà. Et pendant qu'on fait ça, on essaie de deviner quels sont les mots des adversaires dans leur équipe. C'est ça. Et donc, on va labourer le champ lexical, je crois qu'on peut le dire. C'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui fait que ce jeu-là, parce qu'il y a quand même eu Codenames, il y a quand même eu beaucoup de jeux d'association d'idées, qu'est-ce qui fait que celui-là, pouf, il est là, numéro 2, et personne peut l'en déloger. Ah non, il est bien. Il est bien. Hein. Je pense pas qu'il descende, je pense pas qu'il monte. Il est juste parfaitement là. C'est un jeu qui m'a procuré une expérience ludique assez incroyable. Parce que toutes les parties sont un ravissement. En fait, c'est un jeu qui nécessite, on va dire, de l'intelligence. C'est peut-être un peu fort comme dire. Vraiment de l'analyse, mais vraiment de la réflexion pour essayer de trouver les meilleures choses possibles. Et en fait, on va passer le mot qui tue, quoi. Des heures, on va dire presque, à essayer de trouver les bonnes associations qui sont improbables, mais que tes camarades vont arriver à comprendre s'ils se mettent un petit peu à ta place et tout. Et ça te procure vraiment quelque chose d'incomparable. Il y a une progression aussi, là. Ah oui. Les premières parties, elles sont ridicules. Surtout les premières manches, tu fais, ok, il faut que je fasse deviner des baleines. Poisson, il faut vraiment arriver à faire des choses comme baleine. Bah, finalement, c'est pas poisson qu'on va dire, c'est parapluie. Parce que parapluie, il y a des baleines. On fait des rebonds comme ça. Et des rebonds où l'adversaire n'aura aucune idée qu'on essaie de faire deviner tel mot en utilisant celui-ci. Parce que plus la partie avance, plus l'équipe d'avance. Pour faire deviner les mêmes. Donc, plus on a d'informations, plus on a d'indices, plus on va dire, ok, là, finalement, je suis sûr que c'est ce mot-là qui essaie de faire. C'est ça. Donc, il faut que dès le début et tout le long de la partie, on arrive à faire des associations qui sont à perpète dans les champs lexicaux, mais qui ont du sens. Sans perdre son équipe. C'est ça, parce que si on tire vraiment dans tous les sens, tes collègues ils vont dire, j'ai rien pané, qu'est-ce que tu essaies de me faire deviner? T'es à l'ouest. Donc, il faut être juste à la limite du, ils vont réfléchir, mais ils vont trouver. Ils vont pas passer à côté, et ceux d'à côté, on les a largués.
Et du coup, l'importance des partenaires de jeu, elle est quand même assez... Oui et non. C'est-à-dire que je joue avec vraiment tout type de personnes. Ouais. Des personnes un minimum impliquées quand même dans le jeu, parce que si tu joues avec des gens qui veulent jouer juste 10 minutes, ça ne marche pas. Ah non, mais ça dure un petit peu. Il faut savoir que ça va durer longtemps. Et des gens qui ont envie, la même envie que toi, de s'impliquer, de trouver les bons mots, ouais, ça procure vraiment quelque chose de sympa. Et on a le risque aussi, quand on est avec des gens qu'on connaît bien, de faire des private jokes. Ouais, c'est interdit. Et alors ça, il faut se mettre d'accord. C'est puni d'emprisonnement. Clairement, on ne fait pas private joke. On va pas utiliser le connaissance de tonton Lucien parce qu'on sait qu'il aime bien les épées. Voilà, tonton Lucien. Non, on fait pas de private joke. On reste dans les champs lexicaux. On tire à gauche, à droite, mais on reste vraiment carré. Et quand à la fin du jeu, on arrive soit à deviner le jeu de l'adversaire, soit on a perdu et nous le révèle, c'est toujours un moment où on dit j'aurais jamais pensé, ou puis j'étais presque et tout. C'est vraiment, ça procure des choses. Ça reste en tête. On se rappelle de nos parties. Ouais. Pas au niveau d'un jeu de rôle, qui est prêt pour l'expérience, on va dire, un peu au-dessus. Mais moi, je me rappelle des parties, je me rappelle des mots que j'avais, des mots que j'utilisais, avec qui je jouais. C'est quand même assez incroyable pour un jeu d'association d'idées. Ouais. Et c'est un jeu où mes parties, je sais pas combien c'est marqué sur la boîte, ça doit être marqué 30 minutes, mais mes parties durent 2 heures environ. C'est ce que j'allais dire. C'est un jeu, alors, d'ambiance, présenté comme party game, un peu comme ça, mais en fait, ça peut durer tout le temps. Bien 1h30 si on s'implique. Si on a envie de mouiller la chemise. Plus tu es impliqué, plus tu connais le jeu, plus tu joues bien. Et tu joues pas en 3 manches, tu joues en 6, 7, 8 manches, tu finis tes grilles. Parce que c'est ça qui est vraiment sympa et tu te défonces à trouver les meilleures associations. Bref, c'est assez incroyable. Les parties, mes parties que je joue, elles durent super longtemps parce que j'adore ce système-là. Et ça procure quelque chose que j'ai jamais retrouvé dans d'autres jeux à ce point-là, mis à part dans du jeu de rôle. C'est vraiment une sensation. Puis finalement, comme dans le jeu de rôle, il faut trouver l'équipe avec les bons joueurs avec même investissement de temps et d'envie que toi. C'est ça. Pour arriver à c'est peut-être le seul problème du jeu quelque part, c'est que c'est pas le jeu qu'on va, tu l'emmènes pas n'importe où. Que tu sors si facilement que ça et que envie de sortir avec tes amis routiniers qui connaissent le jeu et avec lesquels tu apprécies. Après, il y a une rejouabilité de ouf. Clairement, j'ai pas 400 cartes, je sais pas. Vu qu'une partie de 2 heures, tu utilises 8 cartes, j'arriverai jamais au bout du jeu. Ouais, c'est ça. Mais, puis tu vas jamais faire les mêmes associations d'une partie sur l'autre, donc, il vaut mieux pas. Alors, il vaut mieux pas. Et quand tu sais que t'as un mot que t'as déjà fait, t'as pas envie de le jouer, tu vas en faire un autre. Attends, j'ai déjà la baleine. Non, la baleine, j'ai déjà. T'as pas envie, t'as envie de te creuser en disant, il faut que je fasse autre chose. Et c'est notamment un truc sympa, quand tu vois tes mots au début, tu dis, celui-ci, il est pourri, celui-ci, j'aurais jamais des idées qui pourraient sortir du champ lexical. Et puis finalement, tu tombes avec quelqu'un qui va te trouver un truc à l'ouest, mais oui! Mais t'es trop balèze! Et c'est ça qui est sympa dans le jeu. C'est non seulement t'es content de tes propres mots, mais bon coup de l'autre aussi. Super content, et respectueux des super associations que fait ton voisin. Quand tu les trouves, tu dis, t'as pensé à ça! Mais c'était trop malin! T'es génial! Oui. C'était nul. Comment t'as pu faire ça? C'était pas évident que c'était pas celui-là. T'as pas envie que l'autre il se fasse griller en disant un truc tout pourri et qu'il se fasse griller par l'autre équipe. Et là, Et ça procure des échanges entre membres de l'équipe et un respect aussi avec ceux des adversaires que je trouve vraiment intéressant. On est dans la compétition, comme je disais, mais il y a un énorme respect avec les adversaires parce qu'ils essayent de faire la même chose en très difficile. Tu dis, ils ont super bien joué là, parce que là j'ai aucune idée de ce qui se passe. Et j'adore cette sensation de, ils jouent bien, c'est cool, on joue bien, tout le monde joue bien, on joue un jeu bien. Bref, donc voilà, il se passe des choses assez géniales dans ce jeu que je vous recommande chaudement si vous n'êtes pas juste en train de découvrir le jeu de l'association d'idées, si vous aimez un peu ce concept, si vous êtes prêt à vous investir au niveau du temps. Si vous passez la barrière de la première règle qui est un peu difficile, et après c'est vraiment un jeu qui mérite. Si vraiment vous êtes passionné, vous pouvez essayer l'extension Klingon. Ouais, c'est pas moi. Il y a 2 extensions, il y a un module un peu Klingon pour vous amuser, il faut vraiment être très très spécifique. Ouais, c'est très spécifique. Il y a une extension Laser Bride qui rajoute quelque chose sur lequel je ne suis pas allé non plus parce que le jeu de base me suffit. Je suis encore sur ce mode où il me reste encore le puriste quoi. Où je trouve qu'il a amené des choses intéressantes cette extension mais qui ne me des contraintes en plus, des contraintes en plus qui sont peut-être super cool, mais j'ai pas besoin de ça pour apprécier le jeu. Il est déjà top 2, ça va aller. Ok. On passe au top 1. Allez, on va passer aux choses très très sérieuses maintenant. Ouais. Le numéro 1. Numéro 1. Alors du coup, le numéro 1, le jeu préféré de tous les temps de Fredo ici présent, un jeu de Régis Bonsé, qui a été édité chez Libellude évidemment, et illustré par Nayad,
qui s'appelle Seasons. Seasons. Donc Seasons, c'est un jeu qui date de 2012. C'est ça. C'est pas le plus vieux, non, mais pas loin. Donc on sent que tu as pu vraiment approfondir la bête depuis. C'est un jeu de tournoi de magiciens, on peut résumer ça comme ça. Exactement. Un jeu de combo de cartes et de dés avec du draft. Vous avez compris qu'il adorait le draft. Il y a 9 cartes qui vont être dispatchées. Voilà. Ouais. On va lancer ensuite des dés qui vont déterminer, selon l'avancement de la partie, dans quelle saison on est, les ressources que ça vous donne. Ça va vous permettre de piocher potentiellement, de vendre vos énergies. Le cours des ressources va changer en fonction des saisons. Il y a plein de stratégies différentes, selon si on veut miser plutôt sur les alliés, plutôt sur les objets. Voilà, ça c'est toi qui vas en parler. Je crois que tu en as fait un certain nombre, un petit peu trop. Ouais. En fait, c'est un jeu que j'ai raconté au moment où je suis rentré dans le monde du jeu. Tu es tombé dans la marmite. Je suis rentré dans le monde du jeu aux alentours des années 2010. Je suis revenu un joueur un petit peu vite passionné jusqu'en 2015 où après je suis devenu auteur. C'est l'autre casquette, mais je suis resté un vrai joueur. Et 2012, quand Seasons sort, ça a été une claque. La claque. En disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire de fou avec un matériel pareil? Moi, j'étais à l'époque en train de jouer à King of Tokyo et les Aventuriers du Rail, clairement. Et là, on me sort ça qui, visuellement, ça tabasse. Le travail de Naya sur ce jeu est génial. Mais mécaniquement, je trouve que c'est super complet. Ça imbriqué de manière vraiment élégante. Et c'est un jeu qui me ravit, clairement. Ouais. T'as joué... J'ai joué quelques dizaines de parties en physique. Je suis aussi vite passé en mode dématérialisé sur Board Game Arena, où le jeu est disponible. Et il gomme ses défauts. C'est-à-dire que le jeu, normalement, est un petit peu long. À mettre en place. Ça dépend combien on est aussi. C'est ça, mais c'est un jeu où il faut jouer à deux. C'est un jeu à deux, clairement. C'est un jeu à deux, le 3-4, c'est pas la peine de jouer à deux. Et donc c'est un jeu d'affrontement comme ça. Mais le fait de jouer en dématérialisé, ça te permet non seulement de pas avoir sorti le matériel, mais surtout de ne rien oublier. Parce que c'est un jeu où on va avoir des cartes qui vont s'activer plus ou moins à un certain moment. Et plus t'as de cartes, plus t'as de chance d'oublier un paramètre. Des combos. Le fait de jouer en ligne, tu sais que tu n'oublies rien, ni un gain, ni une perte, ni quoi que ce soit. Et c'est super agréable, il y aura pas de triche, mais il y aura surtout pas de Après, il y a quand même le plaisir de lancer ces gros dés, et là, c'est quand même dommage. Je suis d'accord. Et matériellement, il est très joli, très beau, très réussi. C'est un jeu que t'as envie de jouer. Mais c'est vrai que si on me propose une partie, je préférerais limite aller dire, on va se la faire sur BGA plutôt que la faire en physique parce que elle va durer que 10 minutes au lieu de 40 et que le plaisir est quand même là. Mais bon, bref, c'est une manière de jouer différente à ce même jeu qui reste quand même assez sensationnel. Ouais, qu'est-ce qui fait qu'il sort comme ça du lot et qu'il ait ce goût de reviens-y? Notamment... Le deck de cartes, je pense, c'est la notion la plus importante parce que, alors déjà, il y a des decks préconstruits quand tu es débutant. Et ça, c'est génial. On va te dire que tu prends ces 9 cartes, il prend ces 9 cartes, et ça te permet de découvrir les mécanismes avec des cartes simples, efficaces, de pas avoir t'embêter avec du draft, tu dis, ok, je comprends comment ça marche. Une fois que t'as passé Première partie, elle passe tout seul. Tu passes sur le gros deck où tu vas tirer des cartes, et tu vas en tirer, que 18 au début, et puis finalement, peut-être 25, 30 dans toute la partie. Il te restera un bon paquet que tu n'auras pas utilisé sur les 60. Et ça, c'est super intéressant. Donc, il y a une grosse rejouabilité. Et ce que tu découvres petit à petit, c'est des combinaisons entre les cartes. C'est qu'au début, tu dis, ça c'est cool, ça marche comme ça. Mais plus tard, dans la 2, 3, 4e, 10e partie, tu vas rendre compte qu'elle marche avec celle-ci, puis avec celle-là. Et que quand tu fais ça ensemble, ça te fait gagner énormément de points. Et ça, tu le vois pas au début. C'est vraiment un jeu avec une énorme courbe de progression où plus tu joues, plus tu as envie de jouer avec des choses que tu n'avais pas vues, que tu découvres. Et ça, c'est très satisfaisant. Alors, ça a l'inconvénient que si tu joues avec des nouveaux joueurs, tu leur mets des roustes. Obligatoire. Clairement, il y a un gap entre les joueurs expérimentés et les joueurs qui découvrent. Il y a plusieurs peut-être jeux comme ça dans ma liste qui fonctionnent de la même manière, que ce soit très futé. Oriflamme, pareil. Plus tu joues, plus tu deviens bon. Mais Seasons, il y a un vrai gap parce qu'il y a une vraie courbe d'expérience. Tu sais d'avance que cette carte, tu veux la jouer avec telle autre parce qu'elle fonctionne super bien si t'as ça. Et tu le sens dès le draft. Dès que t'as tes 9 cartes. Sur tes 9 cartes, on va se les échanger, il n'y en a qu'une seule que tu connaîtrais pas du voisin. C'est énorme. Il y a une seule carte qui sera cachée. Mais finalement, cette carte, elle peut faire la partie, parce que suivant quand il la joue, il crée la surprise et ça te met en l'air il récupère pile les points qui lui manquaient et bim. Donc finalement, tu vas savoir ce qui va se passer
mais pas quand. Mais pas comment. Quand est-ce qu'il va jouer son joker, on va dire. Donc finalement, tu vas programmer un peu ce qui va se passer. Tu vas faire avec ta dépendance des dés, parce qu'il y a forcément une dose de chaos par rapport à ces dés. Mais tu vas essayer de jongler avec et de faire en sorte de faire mieux que ton adversaire pourra faire avec quasiment les mêmes cartes. Mais justement, entre le hasard du tirage, le hasard des dés, comment le jeu compense un petit peu ce côté chaotique? Alors, le hasard des tirages, c'est clairement le draft du début, du moins pour les 9 cartes de base. Pour celles qui arrivent après, oui, tu es soumis à la pioche de savoir est-ce qu'elles vont être bonnes ou pas. Pour les dés, il y a une sorte de chaos que tu acceptes parce que quand tu vas lancer les dés, c'est pas les dés que pour toi. Tu vas lancer 3 dés quand tu es 2 joueurs, et sur ces 3 dés, il y en a un pour toi, 2 pour l'autre. Et si, pour toi, tu n'as pas, par exemple, les petites étoiles qui permettent de mettre plus de cartes, il n'y en a pas pour l'autre non plus. Donc on est à pied d'égalité, personne n'en a. Et il arrive par contre que, il y en a pour tout le monde, d'ailleurs, c'est open bar. Et puis des fois, il n'y en a qu'une. Et là, tu dis, ok, est-ce que je vais chercher cette petite étoile pour embêter l'autre qui en a bien besoin, même si moi j'en ai pas besoin, ou bien est-ce que tu vas chercher des éléments qui vont te servir à me poser des cartes, quitte à lui céder. Donc ça te laisse du choix et des axes stratégiques. Est-ce que j'embête, ce que tu fais souvent, ou est-ce que tu vas essayer de t'améliorer pour te débloquer? Mais voilà, moi c'est quelque chose que je joue de manière à embêter l'autre joueur, qui aura forcément à des moments des moyens de contrecarrer ce que je fais, et puis si ça change de dé, il va faire ses propres étoiles. Mais il y a un instant, tu vas, ok, j'essaie de t'embêter, ça marche pas, et c'est comme ça qu'on évolue dans la partie. On pense à un petit côté Magic. C'est possible, on a pas mal à référencer par rapport à ça, parce que ça combine les cartes. Et moi, surtout à l'époque, 2012, où le Magic était encore bien fort. Enfin, je sais pas ce qu'il en est encore. Enfin, maintenant, si c'est voilà. Je peux pas dire. Mais à l'époque, je sais qu'on comparait souvent à Magic. Il y avait une petite influence. Toi, tu as pratiqué un peu Magic? J'ai fait très peu de parties de Magic. Je suis vraiment pas un joueur. Moi, j'avais découvert une petite boîte de découverte, une boîte Portal que j'ai acheté chez Toys R Us pour dire à quel point c'était vraiment grand public. Je jouais avec mon petit frère. On avait chacun notre petit geek qu'on faisait tourner. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas du tout T'es pas plongé dedans. Je suis pas un joueur de Magic. Moi, j'ai une grosse frustration de ce système de terrain que tu peux sortir ou pas. Tu sors tout au début, ça va. Si tu sors à la fin, tu peux faire rouler dessus. J'aime pas cette mécanique. Moi, je préfère un système qui monte dans le temps, comme on a sur Hearthstone en version digitale, avec une courbe de progression instantanée. Là, le Seasons, pareil, le jeu va évoluer au fur et à mesure. Tu sais que tu as tes cartes, t'en as 3, plus tard t'en auras 3 autres. Tu sais que tu vas pouvoir les jouer si tu récupères les bonnes énergies. Tout est programmé de manière que le jeu avance. Contrairement à Magic, qui a une part d'aléa que je n'apprécie pas. Donc vraiment, moi je suis pas du tout sur le système Magic, je suis sur le système Seasons où tu sais ce qui va se passer, tu vas faire en sorte de pouvoir y arriver et tu essayes de faire avec l'adversaire. Et pour le coup, est-ce que tu as essayé les extensions? Oui. Mais non. Comme les autres. Je possède la première extension qui rajoute pas mal de cartes et quelques combinaisons intéressantes, mais il me rajoute une petite mécanique qui ne convient pas forcément. Ce petit jeton que tu vas pouvoir utiliser au fur et à mesure de la partie, j'en ai pas besoin pour jouer. Je préfère les petites contraintes où tu es obligé de payer en points de victoire pour les avoir. Et la deuxième extension, elle rajoutait même un dé supplémentaire avec des cartes spéciales. Moi, ça m'a pas convaincu. Je n'apprécie pas. Alors, d'avoir plus de cartes pour faire plus de combos, ça c'est intéressant. Ça, c'est cool, ça. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'aime jouer le jeu. C'est jouer avec plus de cartes, plus de combos, mais sans les petits ajouts mécaniques qui ne m'intéressent pas. Je veux juste le version pure du jeu, mais avec plus de rap pour faire plus de combos inédits, on va dire. Je comprends. Merci Fred. Voilà pour ce beau coup de cœur qu'est Seasons. Il y a un auteur que j'apprécie beaucoup, qui a pas eu le temps de faire beaucoup de jeux parce qu'il est quand même patron de sa maison d'édition. Et donc du coup, mais qui sort à chaque fois des trucs assez surprenants. On a vu Dice Forge. Dice Forge aussi, bon jeu. Que t'avais bien aimé, que j'ai bien aimé. Et voilà, Seasons, c'est quelque chose qui restera parce que j'ai découvert au début, qui m'a formé à ce monde du jeu et que j'ai apprécié et qui vraiment reste très très intéressant. Il y a ce côté un peu nostalgie de c'est l'époque où je suis tombé dans le jeu de société. Clairement. Il y a beaucoup de jeux plutôt récents qui sont montés dans ce stock, mais Seasons restera, je pense, très longtemps à cette place parce que ça reste de la nostalgie. Donc ça c'était facile à faire ce numéro 1. Ce numéro 1, le numéro 1, numéro 2, il n'y avait pas de soucis. Il n'y avait pas de il n'y avait pas match. Non. Ok. Clairement. Du coup, ce top, on voit qu'il y a quand même pas mal de jeux familiaux, comme on l'avait dit. C'était pas une grosse surprise. À l'image de mes joueurs, en fait. Il y a des choses que j'aime jouer. Je préfère jouer une partie de 30 minutes et d'en enchaîner une autre plutôt que faire une partie de 2 heures qui tombe des fois à plat. Je préfère faire plein de jeux avec plein d'expériences, plein de victoires, plein de défaites, plein de bons moments. Donc plusieurs jeux différents plutôt que faire un seul gros.
C'est plutôt mon état d'esprit, la manière dont je joue. Ouais. Mais quand tu prends un party game, c'est un party game qui dure 1h30, 2 heures. Qui marche pas du tout. Et je dis que j'aime bien l'interaction, et finalement j'en ai pas forcément. Ah si, il y en a quand même d'interaction. Il y en a pas mal. C'est vrai que j'aime bien que il y a des trucs où c'est un peu limité, genre Tréfuté, c'est clairement c'est assez limité. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup, moi je trouve, dans le draft, cette mécanique de draft qui se retrouve presque dans tous les jeux que tu as sélectionnés. C'est toi qui me l'as montré parce que je m'en rendais pas compte. Moi, clairement, ce que je pensais qui me montrait comment ce que j'aimais jouer, c'était vraiment les interactions et parfois la combinaison mécanique thématique parfaite. Et puis quand on voit qu'il y a Tréfuté, on voit qu'il y a finalement il y a rien qui marche. D'accord. Mais l'expérience de jeu. Passe au-dessus des prérequis qu'on peut avoir pour la moyenne des jeux. Oui, puis il peut y avoir des exceptions à tes grands goûts. Voilà. Des fois, il y a des coups de cœur qui s'expliquent pas. Ouais. Il n'y a pas de coop, ça va. Ça va, il n'y a pas de coop. Ça, là-dessus, t'es fidèle à tes... Peut-être qu'il y en aura un jour. Il y a quand même des coops que j'apprécie. Clairement, il y a des jeux comme Monopoly que j'apprécie, Cosmopolite, qui sont des jeux coopératifs dans lesquels on passe un bon moment, mais dans lesquels j'ai pas l'impression de lutter contre le jeu. Je joue avec les joueurs ou bien. Il te manque un truc. Il manque un truc. J'aime bien Fuji comme coopératif, qui est un jeu où tu joues pas contre le jeu, tu joues sur le fait de mal comprendre tes collègues. Donc c'est vraiment l'interaction avec les joueurs qui favorise ça. Et pour moi, le coopératif ne m'apporte pas assez ça. Et pour le coup, dans le draft, tu retrouves cette notion d'interaction assez indirecte. Assez indirecte, mais qui taquine. C'est-à-dire, je fais ça pour t'embêter. Ça taquine, Donc du coup, j'interagis avec toi, mais tu peux rien y faire. Et tu pourras pas te prendre mal, tu es en train de faire la même chose. C'est ça. Qu'il n'y a pas d'un jeu d'affrontement où tu es vraiment en direct et qui fait plus mal et qui, moi, passe moins bien avec mes joueurs. Pur jeu de gros... Il n'y a pas de jeu de conquête, c'est pas possible. Ça, je garde ça pour le soirée avec toi. Là, on fait sur la tête. Les gros jeux de figurines, ça, il n'y en a pas. Non, mais c'est un peu... C'est quelque chose que j'apprécie moins. Moi, je préfère les petits jeux plus accessibles avec des petites interactions. Bah, c'est bien, ça se complète avec d'autres profils de joueurs qu'on a sur Ludovox. Si vous voulez des gros jeux, vous allez voir chez Mathieu. Si vous voulez des jeux coopératifs, vous allez voir chez Thomas. Et puis vous irez voir après ce qu'il y a chez l'autre. Vous allez voir, ça te rend encore différent. Bien différent, je pense. Merci Fred de nous avoir livré comme ça ton cœur, tes goûts. C'était difficile de faire ça, mais c'était très agréable parce que j'ai envie de montrer des jeux sympas et de les recommander. De partager. C'est un peu notre métier de recommander des bons jeux. Là, vraiment, cette sélection, moi, allez-y les yeux fermés, suivant le type de joueur que vous êtes. C'est vraiment des belles découvertes à faire. Ouais, c'est sûr. Et puis si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur ludovox.fr, vous trouverez plein d'infos complémentaires. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Tout le tralala que vous connaissez par cœur, parce que tous les youtubeurs le disent. Mais c'est vrai. Et puis si vous aimez vraiment ce qu'on fait, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee de Ludovox pour nous soutenir, de mettre un petit tip. Ça fait super plaisir et ça nous aide à continuer. Voilà. Merci Fred. Merci. Et à très bientôt sur Ludovox. Pour un autre top ou une autre émission. Ciao. Ciao.